Si vous voulez devenir souple, cette vidéo va beaucoup vous intéresser parce que je vais vous présenter 5 mythes que vous devez absolument laisser tomber si vous voulez bien progresser en souplesse. Vous allez voir que cette vidéo va être grandement inspirée de Dan Van Zandt, qui est un des plus grands experts dans le domaine de la souplesse. Je vais également m'inspirer beaucoup de Thomas Courts, qui a écrit un des meilleurs livres sur la souplesse, Stretching Scientifically, du coup comment s'étirer de manière scientifique. Et je vais également m'appuyer sur la littérature scientifique actuelle parce que comme d'habitude, je vais présenter mes différents points avec des études à l'appui. Alors on va commencer par le premier mythe qui doit absolument mourir, qui est que la souplesse est un phénomène qui est fondamentalement passif. C'est-à-dire que pour être souple, finalement, tout ce qu'on doit faire, c'est attraper par exemple son pied, rester longtemps dans une position, et c'est seulement ça, la souplesse, seulement comme ça qu'on va devenir souple. Ça, c'est quelque chose qui est absolument faux, dans la mesure où la souplesse peut certes être un phénomène passif, mais également actif. Comme la souplesse peut être statique ou elle peut être dynamique. Et il se trouve que, en fonction des auteurs, on va distinguer au moins 5 types différents de souplesse. Et chaque type de souplesse peut être travaillé à travers différentes méthodes. Que ce soit par exemple les étirements balistiques, les étirements chargés, les contractés relâchés, etc. Ça marche. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième mythe, c'est que la souplesse va réduire votre force. Et plus précisément, s'étirer va réduire votre force. Et ça, c'est un mythe qui est assez intéressant parce que, déjà par rapport au premier point, vous vous doutez bien que dire s'étirer, ça veut absolument rien dire. Pourquoi? Parce que chaque étude qui va essayer de mesurer les étirements ou la souplesse va faire quoi? Va utiliser une méthode et un protocole. Une méthode, ça veut dire quoi? Par exemple, le contracté relâché. Et un protocole, ça va être quoi? Comment on va utiliser ce contracté relâché? Combien de séries, combien de répétitions, pendant combien de temps, combien de fois dans la semaine, etc. Ça veut dire que ce qu'on dit, lorsqu'on tire des conclusions comme s'étirer, ça va réduire notre force, ça veut littéralement rien dire. Ça veut dire simplement que cette méthode, avec ce protocole, dans ce contexte précis-là, peut réduire la force. C'est exactement ça que ça veut dire, ok? Donc, il faut vraiment faire preuve de nuance par rapport à ça. Mais il y a également d'autres points que je souhaite partager, c'est que souvent, ces études ont une mauvaise méthodologie, comme par exemple une étude de Fowles et Cole qui a tiré ce genre de conclusion avec des étirements qui ont été faits pendant 30 minutes, c'est-à-dire 30 minutes d'étirement, 30 minutes dans une position d'étirement. C'est hallucinant, il y a littéralement pratiquement personne qui fait ça. La plupart des méthodes consistent, imaginons même des méthodes passives qui ont été utilisées avec ce genre d'études, on va par exemple faire du 3 à 5 séries de 45 secondes, imaginons. Mais rester 30 minutes dans une position de souplesse, c'est littéralement un protocole que personne n'utilise. Donc qu'est-ce que ça nous montre? Ah super, on nous montre que 30 minutes d'étirement va baisser notre force. Ouais, mais on s'en fout parce qu'il y a littéralement personne qui fait 30 minutes d'étirement. Donc, il faudrait vraiment utiliser des méthodes qui sont utilisées pour vraiment devenir souple et voir ce que ça donne. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, souvent, la méthodologie de ces études est excessivement mauvaise. Et le troisième point, c'est que aussi, il nous montre pas mal d'études que les effets négatifs vont disparaître soit après une pause, c'est-à-dire que si on fait un effort, imaginons de force très intense, juste après un étirement qui est, imaginons, long et passif, certes, ça va baisser notre force. Mais si on fait une pause entre l'étirement et le travail de force, on n'aura pas de baisse du travail de force. Ou si on fait ces étirements passifs et qu'on ajoute par exemple par la suite des variants plus dynamiques, les études nous montrent qu'il n'y aura pas cette perte de force. Et donc là, souvent, il faut vraiment faire preuve de beaucoup plus de nuances. Donc ça, c'est le deuxième mythe. Le troisième mythe duquel j'ai envie de vous parler, c'est que gagner en souplesse, c'est avoir des muscles plus longs. Et ça, c'est aussi quelque chose qui un mythe qui doit mourir, comme quoi la souplesse, c'est juste quelque chose qui est physique. Et même si la souplesse a des composantes physiques, parce que imaginons si vous faites des étirements progressifs chargés, vous avez sûrement remarqué que vous avez des courbatures. Donc le simple fait que vous ayez des courbatures et donc une inflammation au niveau de vos muscles prouve bien que certes la souplesse a des composantes physiques, mais vous allez excessivement rarement, sauf des cas très précis desquels j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, vous allez très rarement réellement augmenter la longueur de votre muscle, parce que la souplesse reste un phénomène qui est très neuronal, c'est-à-dire que notre système nerveux baisse activement notre capacité à être souple parce qu'il a peur que lorsqu'on utilise l'étendue de nos capacités, on va se blesser. Okay, c'est pour ça qu'il y a différents réflexes qui sont mis en place, différents mécanismes, comme par exemple le réflexe myotatique, qui est la contraction d'un muscle en réponse de son étirement. Donc attends, tiens, tu étires trop le muscle, vas-y, je vais le contracter pour éviter que tu l'étires davantage et que tu te fasses par exemple une déchirure musculaire. Pourquoi? Parce que à l'échelle de l'évolution, ce genre de blessure causait notre mort. Donc dans le but de nous protéger, notre système nerveux préfère brider notre souplesse de la même manière qu'en vérité, votre système nerveux bride littéralement toutes vos qualités physiques, que ce soit la souplesse, la force, la vitesse, l'endurance, la coordination, les 5 qualités physiques principales.
votre système nerveux va brider toutes ces qualités-là. Et donc, c'est quelque chose que vous devez garder en tête, c'est que la souplesse est quelque chose qui est très neuronal. Et donc, il faut se mettre dans des conditions qui vont justement permettre ces adaptations-là. Donc, la souplesse, ce n'est pas juste physique, c'est pas « Ah ben tiens, je vais augmenter la longueur de mon muscle ». Ce n'est pas du tout le cas, ok? Donc, voilà, ça c'est le troisième point. Le quatrième point duquel j'ai envie de vous parler, c'est qu'on dit souvent que les étirements ne font pas baisser le risque de blessure. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai dans la mesure où, lorsqu'on s'interroge à la littérature scientifique, on voit rarement de points directs entre le fait de faire des exercices de souplesse et le fait d'avoir une baisse du risque de blessure. Et même si c'est vrai, là encore, faut faire preuve de nuance parce que comme j'ai pu vous le dire avec le deuxième point, il me semble, c'est que ces études vont utiliser une méthode spécifique, un protocole spécifique par rapport à une situation qui est spécifique. Donc là, pour ce premier point, il faut faire preuve de nuance. Deuxièmement, il y a une littérature émergente qui montre que les étirements réduisent les blessures de type élongation ou déchirement. Il faut savoir que tout ce qui est souplesse, tout ce qui est étirement, c'est une science qui est très nouvelle, entre guillemets, et qui a beaucoup moins de moyens que par exemple tout ce qui est travail de force. Parce que généralement, on s'intéresse beaucoup plus au travail de force qu'au travail de souplesse. Ok ? Et donc, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de moyens, beaucoup moins d'études et donc on a beaucoup moins de connaissances par rapport à ce domaine-là. C'est aussi pour ça que, imaginons, vous allez voir un coach parce qu'il vous montre un exercice de force, on vous dit fais attention à ça, à ci, à ça, à ça, mets ton dos dans cette position, descends comme ça, monte comme ça. Alors que lorsqu'on parle du travail de souplesse, la plupart des coachs sont en mode bah oui, juste attrape ton pied, reste dans la position. Il y a beaucoup moins de standards, ok? C'est une qualité physique à laquelle on s'intéresse beaucoup moins. Et autre chose, c'est que, à mon sens, lorsqu'on utilise de bonnes méthodes, et ça c'est quelque chose que j'ai pu voir en faisant par exemple des stages avec des gens comme Ido Portal ou aussi d'autres coachs de renommée mondiale. Ido Portal est par exemple un des coachs qui a travaillé avec Conor McGregor, qui est un combattant de MMA, d'arts martiaux mixtes. Et du coup, lui, il montrait bien que, certes, la souplesse traditionnelle ne va pas forcément vous permettre de baisser votre risque de blessure, mais lorsqu'on commence à mélanger force et souplesse, eh ben, c'est beaucoup plus intéressant que simplement faire de la force pour protéger différentes articulations. Et il y a aussi énormément d'autres coachs qui partagent ce genre de point de vue, comme par exemple Christopher Sommer, qui dirigeait à l'époque l'équipe olympique de gymnastique aux États-Unis. Et donc, même s'il n'y a pas encore souvent beaucoup d'études par rapport à ce genre de protocole, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une science qui vient de naître, entre guillemets, et ben il y a énormément de preuves sur le terrain que j'ai pu voir avec de très grands coachs, que j'ai pu voir dans ma propre pratique et que j'ai pu voir également avec les personnes que je coach. Et donc, il faut pas seulement se fier sur les études, mais également voir ce qui se fait sur le terrain, parce que généralement, les études ont énormément de retard par rapport à ce qui se fait déjà sur le terrain là. Ok? Donc, voilà ce que je pense. On verra ce que dira la science d'ici quelques années. Mais donc voilà, à mon sens, c'est également des nuances à avoir. Et le dernier point que j'ai envie de vous partager, c'est que on ne peut pas être fort et souple en même temps. Et ça, c'est un mythe qui m'énerve excessivement parce que, imaginons, vous faites du développé couché. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous descendez la barre au développé couché? Il y a un étirement de vos pectoraux. En quoi cet étirement avec vos pectoraux est différent lorsque vous faites un autre étirement avec un autre exercice? La réponse est que ce n'est pas différent. C'est-à-dire que dès que vous allez faire une phase excentrique, la phase de descente, la phase de rallongement musculaire lors d'un exercice, eh bien vous allez étirer vos muscles. Vos muscles fonctionnent toujours avec des cycles de contraction et de relâchement et donc d'élongation. Ça veut dire que, concrètement, lorsqu'on fait du travail de force, on fait du travail d'étirement. C'est juste que lorsqu'on fait du travail d'étirement, imaginons des étirements progressifs chargés, comme le Jefferson Curl, on va utiliser une charge pour descendre le plus possible, plus qu'on aurait pu le faire en temps normal sans charge, et remonter, ce qui va nous permettre de travailler notre force, puisqu'on devra surmonter cette charge. Eh ben, c'est juste qu'on va travailler avec une plus grande amplitude, mais finalement, ça reste du travail de force. Donc, il n'y a vraiment aucune différence entre, par exemple, du travail de force et du travail de souplesse chargée, imaginons. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à garder en tête. Et autre chose que j'ai envie de dire, on peut pas être fort et souple en même temps. Ah bon, est-ce que vous avez déjà vu des gymnastes dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà vu des danseurs dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà vu des haltérophiles dans votre vie? Parce que ces personnes sont excessivement souples et excessivement fortes en même temps. Donc oui, c'est possible. Et dire, on peut pas être les deux en même temps, c'est pas connaître la littérature scientifique et c'est pas connaître ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc voilà, c'est simplement les points que je vais vous partager dans cette vidéo. C'est tout. Voilà.
Dernièrement, j'ai plus de place pour mon coaching que j'ai mis en place, donc voilà, juste pour vous dire. Mais en attendant, il y a encore mes programmes en ligne, donc si vous voulez apprendre à réellement devenir souple, quels sont les meilleurs protocoles, comme vous pouvez créer vos propres entraînements, mais les entraînements vous pouvez également utiliser vous-même, mais également la même chose par rapport au travail de force, la vitesse, la souplesse, l'endurance, la coordination, et ce dans une démarche de mouvement, donc pas seulement être souple pour être souple, être fort pour être fort, mais avoir ces qualités-là pour pouvoir mieux bouger, pour réellement avoir un corps qui est fonctionnel. N'hésitez pas à aller sur mon site, j'ai énormément de formations très complètes à ce sujet, premier lien dans la description, et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée, bye.